Tu te rappelles les fables géométriques? Oui, c'était atypique pour de l'animation. Car devant la téloche, on est plus habitué à de la narration, les bons et les mauvais, pas à des animaux fagotés comme des briques. Concernant ma question... Oui, je les connaissais. Je me souviens d'avoir, au cours d'une émission que je ne peux nommer mais qui passait le soir, entendu réciter Le Corbeau et le Renard avec des mots d'argot et un style paillard. Tu avais bien aimé? Ça avait dû me plaire puisque je m'en souviens. Sans vouloir te faire chier, faut-il faire rimer tout notre commentaire? C'est marrant au début mais ça va vite saouler. J'ai bien peur qu'à présent que l'on a commencé, il nous soit impossible de nous arrêter. À faire le rime ailleurs, rien ne me contraint. Dit-il en terminant le deuxième quatrain. Ouf, on est décoincé. Merci vieux. Tu disais? Tu te rappelles les fables géométriques? Alors, je me rappelle surtout d'avoir vu un soir à la télé quelqu'un réciter une version moderne du Corbeau et du Renard en argot. C'était déjà drôle en soi. Après, j'ai découvert qu'il y avait un support animé pour cette fable. Mais pas n'importe quel support, non. Un décor réduit à son plus simple appareil, des cônes et des cubes figurant le Corbeau et le Renard, une musique un peu space... Et la voix de Pierre Perret. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Tu sais que c'est pas forcément ça la chanson la plus célèbre de Pierre Perret. Non. Bref, un véritable ovni de 3 minutes, inattendu, atypique et totalement hilarant. La vidéo ne sera pas très longue, donc autant vous la mettre en entier. Comme le dit Perret lui-même, Le Corbeau et le Renard est, avec La Cigale et la Fourmi, le plus grand tube de La Fontaine dont tout le monde connaît le texte. Rappelons-le rapidement. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Et le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. C'est un classique. Voilà ce que ça donne en version Pierre Perret. Maître Corbeau, sur un chêne mastard, tenait un frometon dans le clapoir. Maître Renard, reniflant qu'au balcon quelques sombres honnards débouchaient les flacons, lui dit « Salut Corbac, c'est vous que je cherchais. À côté du costard que vous portez, mon cher, la robe du soir du pan est une serpillière. De plus, quand vous chantez, il paraîtrait sans char que les merles du coin en ont tous des cauchemars. » À ces mots, le corbeau, plus fier que sa crémière, ouvrit grand comme un four son piège à vers de terre. Et en tonnant Rigoletto, il laissa choir son calendou. Le renard le lui pique et dit « Apprends mon gars que si tu ne veux point tomber dans la panade, n'esgourde point celui qui te passe la pommade. » Moralité, on doit reconnaître en tout cas que grâce à Monsieur La Fontaine, très peu de chanteurs d'opéra chantent aujourd'hui la bouche pleine. Cette fable déformée constitue le premier épisode d'une série qui en comporte 50 en tout, répartis sur 5 saisons de 10. Sur ces 50, 49 sont des fables du même acabit que celle que vous venez d'entendre. Le 50e épisode, on y reviendra plus tard. Mais j'ajoute que si on cherche les épisodes individuellement tels qu'ils ont été diffusés à la télé, on découvre qu'avant la fable proprement dite, il y a un générique, plus long que la fable elle-même, et que le tout est encadré d'une intro et d'une conclusion de Pierre Perret en face cam expliquant aux jeunes téléspectateurs le plaisir qu'il faut avoir à jouer avec la langue française, donnant le sens de certains mots d'argot abscons. Et l'expression imagée ô combien déboucher les flacons signifie enlever ses chaussettes. Et invitant les enfants à participer à un concours de jeux de mots insolites. J'avoue avoir du mal à saisir l'intérêt de ces appendices, mais c'est pas grave, la fable en soi m'avait déjà conquis. Les fables géométriques sont une réécriture par Pierre Perret des fables de La Fontaine, mais en argot, en version modernisée, et avec certaines morales changées. Moralité, quand t'as le gîte et le couvert, que tu te la coules douce, d'une façon ou d'une autre, faudra bien que tu rembourses. Pour animer tout ça au moyen d'une 3D balbutiante datant des débuts de la CGI, la société de création d'images de synthèse Fantôme Animation a fait le choix d'assumer à fond les limitations techniques et de ne représenter les animaux que via des formes géométriques de volume et de couleurs variables. Le cube noir, c'est le corbeau. Avec 2 petits cercles blancs, il aura des yeux intelligents. On lui ajoutera une tranche de cylindre en guise de fromage. Dans les débuts de la série, du moins. Plus on avance dans les épisodes, plus les formes sont élaborées. Au passage, en parlant des débuts de la série,
Tu peux me dire ce que tu fous là? La première saison date d'avant 90. Ce ne sont que les premiers épisodes. La majeure partie de la série a été faite entre 91 et 92. J'ai donc tout à fait ma place dans cette vidéo. A priori, la série a un objectif éducatif. Mais pas forcément celui qu'on croit. Le but n'est pas d'apprendre aux enfants les fables de La Fontaine, puisque le texte récité, ce ne sont pas les fables de La Fontaine, mais les fables de Pierre Perret. Le poème d'origine est, comme on l'a dit, totalement déformé et parfois même vraiment méconnaissable. Finalement, comme chez nous, il y a des moutons bêlants, il y a des faibles et des forts, il y a des noirs et des blancs. Le roi, lui, il s'en tape. Il n'est pas dans le troupeau. Il compte en s'endormant ceux qui paient des impôts. L'objectif est plus de sensibiliser les enfants à la 3D, à l'art abstrait, à l'éveil musical et au jeu de langage. Si le générique est plus long que l'épisode, c'est pour mettre à l'honneur Pierre Perret, qui compose une nouvelle chanson par saison. En rapport avec son thème, on y reviendra. Les passages avec Pierre Perret face cam font vraisemblablement partie des versions longues dites éducatives qui passaient à la télé. Nous l'avons dit, le propos de ces séquences est avant toute chose de donner aux enfants le plaisir de jouer avec la langue. Pierre Perret fait une intro et une conclusion où il explique les mots d'argot qu'il a utilisés dans sa fable et annonce un jeu concours pour inviter les petits spectateurs à inventer des mots. Du coup, Éric Bertrand, si tu nous regardes, tu as toutes nos félicitations pour avoir inventé le mot plaisantateur en 1989. Vu que nous n'avons retrouvé que des épisodes de la saison 1 qui est cette intro et cette conclusion, je ne sais pas si elles ont été gardées dans les saisons suivantes. Je ne sais pas non plus si les différents génériques sont exclusifs aux versions éducatives. En tout cas, ils ont été retirés des compilations en VHS. C'est pas une mauvaise chose. Tout cet habillage à volonté éducative a tendance à casser un peu la blague. C'est sûr qu'en tant que démarche, on est en droit de douter de l'efficacité. Mais quoi que tu en dises, l'intention derrière ces séquences pédagogiques est tout de même suffisamment compréhensible pour qu'on pardonne à ces intros et ces conclusions d'être un peu lourdingues. Il n'en reste pas moins que la partie la plus intéressante de l'épisode, c'est quand même la fable. Et que quand celle-ci dure moins longtemps que le sketch d'introduction et le générique, ça la fout mal. Heureusement, cette fable, perdue au milieu de tout cet attirail pédagogique, est suffisamment marquante pour faire pardonner tout le reste. Plus exactement, comme on l'a dit, il y a 3 choses marquantes. Premièrement, la réécriture de Pierre Perret. Deuxièmement, les visuels qui donnent une ambiance psychédélique. Et troisièmement, l'habillage musical très étrange. C'est normal que la musique soit étrange, car le projet en lui-même est étrange. Quitte à adapter les fables de La Fontaine, pourquoi ne pas adapter les fables de La Fontaine au lieu de celles de Pierre Perret? Refaire les fables de La Fontaine, même en changeant les détails, ça n'a rien de choquant. Anne Sylvestre l'a fait aussi. La Fontaine l'a fait lui-même, il a réécrit les fables d'Ésope. En outre, le titre de la série ne ment pas sur la marchandise. Ça s'appelle pas La Fontaine en 3D, vu que c'est pas du La Fontaine, mais bien les fables géométriques. Ce sont bien des fables et elles sont bien faites avec des formes géométriques. Le titre ne ment pas, ok, mais les fables elles-mêmes c'est une autre paire de manches. Le texte fait référence au fait d'être une réécriture de La Fontaine. Le dernier épisode de la série n'est pas une adaptation de fable, mais une ode à La Fontaine lui-même. Ésope, il pue, il aura pas son hommage. Pierre Perret persistera et signera quand il fera une version chantée de ses fables. L'album s'intitulera 20 fables inspirées de La Fontaine. Se revendiquer de l'héritage de La Fontaine plutôt que de celui d'Ésope se justifie par le fait qu'un public français aura plus aisément en tête le texte de La Fontaine que celui d'Ésope. Je rappelle à ceux qui protesteraient contre ce manque de respect envers l'auteur original qu'on parle toujours des contes de Grimm alors que les frères Grimm ne sont pas les auteurs de leurs contes. Ils les ont seulement retranscrits d'après la tradition orale. Dans tous les cas, la démarche de réécriture de Pierre Perret est similaire à la démarche de réécriture de La Fontaine. Elle retranspose les histoires dans un contexte moderne, utilise un registre de langage de l'époque contemporaine et fait éventuellement quelques références à un contexte historique. Cette histoire prouve hélas que les agents d'assurance ont pas tout à fait tort de se faire douiller d'avance. Derrière ta téloge, tu peux vaincre Zorro. Mais si tu le rencontres, offre-lui l'apéro. Ceci posé, il faudrait préciser que les épisodes des fables géométriques, je parle bien du cœur des épisodes, pas des séquences face cam de Pierre Perret ou des différents génériques successifs, les épisodes donc ne sont pas constitués uniquement de la lecture de la fable de Pierre Perret avec des animations pour les illustrer. Non seulement cette lecture est souvent précédée d'une longue séquence d'animation sans parole juste pour le plaisir de montrer la 3D, mais Pierre Perret fait une petite annonce sur ce qui va être utilisé pour illustrer la fable. Pour faire le corps de la grenouille, vous prenez un beau cylindre vert bien frais, la moitié d'une sphère pour la tête, avec des yeux comme des billes par-dessus. Pourquoi tu parles de ça? On s'en fiche un peu. Les réalisateurs ne s'en fichent pas, puisque les titres des saisons sont choisis en fonction de ce qui va être commenté dans ces quelques phrases qui précèdent la fable. Dans la saison 1, intitulée Les formes géométriques, Pierre Perret explique de quelles formes géométriques sont constitués les personnages qui vont intervenir dans la fable. Dans la saison 2, intitulée Les couleurs,
il explique quelles couleurs vont être utilisées dans le décor et pour les personnages. Dans la saison 3, intitulée Les chiffres, chaque épisode est introduit par des jeux de mots en rapport avec le numéro de l'épisode. Dans la saison 4, intitulée Les contraires, certains épisodes sont introduits par des évocations d'idées contraires. Dans la saison 5, intitulée La musique, on trouve des prétextes pour faire des micro-leçons de solfège et des jeux de mots sur la musique. Le générique de chaque saison est également écrit en fonction de son thème, avec beaucoup de jeux de mots. Do, ré, mi, fais do, ré, mi. C'est consternant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces gens étaient très fiers de leur œuvre. C'est une série expérimentale. Elle a le mérite d'essayer des trucs avec une technique d'animation encore neuve à son époque et d'en contrebalancer les limites de manière inventive. Et ça lui laisse encore du temps et de l'énergie pour trouver différentes manières d'éveiller l'esprit de l'enfant qui regarde. Les auteurs ont le droit d'être fiers. Sur le moment sûrement, mais aujourd'hui reconnaissons que cette 3D n'a pas très bien vieilli. Je ne suis pas d'accord. Ça ne cherche pas à être plus que ça n'est et ça n'a pas besoin de l'être. On veut en exprimer le plus possible avec le moins possible. Il est donc indispensable d'avoir ces textures artificielles, cette animation rigide et ces fonds monochromes. Oui bon, mais même en acceptant le côté minimal, ça reste quand même très daté. Peu importe, les limitations de l'époque ont très bien été exploitées et l'animation n'est pas juste là pour illustrer. Non seulement les temps de silence d'avant que la fable commence peuvent être meublés de moments très cocasses ou de numéros musicaux, mais des gags visuels sans rapport avec la fable peuvent être casés ça et là, et c'est parfois hilarant. Du genre le design de Perrette dans Perrette et le pot au lait? Oh putain, j'ai failli oublier ça. J'aurais bien aimé oublier aussi. Écoute, le fait que Perrette porte son pot au lait sur la tête est dans le texte d'origine. Plusieurs fables géométriques s'efforcent d'avoir des ambiances un peu exotiques. Donc, une femme qui porte un pot sur la tête, les auteurs ont immédiatement pensé à l'Afrique et ont essayé de camper une ambiance africaine. Ok, mais le design choisi pour Perrette est... Si c'était à refaire aujourd'hui, ce serait refait autrement. On était plus candide et moins réfléchi à l'époque. N'empêche qu'on voit l'idée. Camper les fables dans une ambiance un peu exotique, histoire de sortir des sentiers battus et de surprendre. Le renard qui visite le musée en attendant que sa fable avec le corbeau ne commence ne laisse aucune ambiguïté sur le caractère expérimental de ces ambiances. Parlons-en du renard, tiens. La fable du corbeau et du renard est tellement iconique que le design du renard n'évoluera jamais durant toute la série. Ça restera toujours un cône avec une boule au bout et des yeux. Alors que les autres animaux et personnages sont de plus en plus élaborés au fur et à mesure que les saisons avancent. Il y a des designs plus élaborés que celui du renard dès la saison 1. T'avais compris, toi, que l'espèce de Mexicain qu'on voit dans le générique, c'est la cigale? La cigale, reine du hit-parade, gazouilla durant tout l'été. Non, mais malgré ça, la saison 1 s'efforce de respecter son concept et de ne faire les personnages qu'à base de formes géométriques en nombre limité, tandis que les saisons suivantes se permettront des designs plus complexes. Idem pour les décors. Passé la saison 1, on commence à ne plus se contenter de fonds monochromes, et à avoir des intérieurs de bâtiments travaillés et éventuellement des caméos de personnages d'autres fables. On finit par se demander si ça vaut encore la peine d'être appelé les fables géométriques. D'ailleurs, est-ce que cette série garde son identité une fois que les formes utilisées pour l'animer s'élaborent à ce point? Oui, car elle ne tire pas son identité uniquement de ses visuels, elle la tire aussi de son écriture et de son ambiance musicale. L'ambiance musicale reste constante tout le long de la série, c'est-à-dire qu'elle reste constamment inconstante. Chaque épisode explore différents types d'ambiance, de la musique psychédélique qu'on entend quand le renard visite le musée, à la musique péruvienne du corbeau voulant imiter l'aigle, en passant par la musique mexicaine de la cigale et la fourmi. Et les quelques notes de Lily Marlène qu'on entend pendant le défilé du lion s'en allant à la guerre, on en parle? Oh putain, j'ai failli oublier. Il y a beaucoup de choses que t'as failli oublier. Lily Marlène n'a techniquement aucune raison d'être controversée. C'est une chanson d'amour sur un jeune soldat qui donne rendez-vous à sa bien-aimée devant la caserne. En effet, mais un malheureux concours de circonstances a fait que le succès de cette chanson s'est fait en Allemagne pendant les années 40. Faire jouer cette musique pendant la marche militaire des animaux devant le lion, ça peut pas signifier autre chose que ce que ça a l'air de signifier. Tant qu'à faire de faire partir les animaux en guerre, autant en rajouter une couche pour souligner que la guerre c'est pas bien. Excellente transition. Parlons des morales. Pas mal de fables géométriques se contredisent. Le berger et les poissons dit qu'il ne faut pas essayer d'apaiser les poissons par ses paroles, tandis que des fables comme le loup et le chien maigre et le coq et le renard mettent en scène des personnages qui utilisent l'art du baratin pour se sortir des situations problématiques. Ça, c'est parce que les fables de La Fontaine se contredisent elles-mêmes. Forcément, celles de Pierre Perret se contredisent aussi. Pas forcément, et pas forcément de la même manière, puisque Pierre Perret prend des libertés avec les morales de La Fontaine. Des fois, il change l'histoire pour qu'elle signifie autre chose. Des fois, la morale étant évidente, il fait juste une blague en guise de morale. Des fois, il garde l'histoire telle qu'elle, mais fait un commentaire comme quoi il en tire une conclusion inverse par rapport à La Fontaine. Moralité, il est bon
à l'avenir de vérifier pourtant si d'avoir tant de blé, c'est tellement embêtant. Ce dernier type de modification est peut-être le plus fréquent et obéit à une logique assez simple. La Fontaine a tendance à considérer qu'il faut se contenter de ce qu'on a, accepter sa condition, connaître sa place, être prudent, pas chercher les emmerdes, mais tout de même ne pas privilégier le confort au détriment de la liberté. Pierre Perret pense le contraire, que le luxe c'est cool, que l'audace c'est la vie et que l'existence est trop courte pour passer à côté d'occasions de se faire plaisir. Donc Pierre Perret a parfois tendance à prendre le parti du vaincu de la fable. Moralité, si l'orgueil est par trop malsain, la modestie a un goût fade, et s'il n'éclate pas, les batraciens finissent toujours en persillade. Moralité, je dirais malgré tout que du caviar dans le métro à l'heure d'affluence vaut mieux qu'un petit radis mâchouillé dans le silence. Changer l'histoire pour qu'elle signifie autre chose ou garder l'histoire telle qu'elle en y allant de son petit commentaire contradictoire avec la morale d'origine, Anne Sylvestre le fait aussi dans sa propre réécriture. Et La Fontaine n'hésitait pas à le faire vis-à-vis d'Ésope. Donc c'est quelque chose qui se fait. La blague en guise de morale, c'est là parce qu'on part du principe que les petits spectateurs ne sont pas complètement cons. Ils sauront quelle est la vraie morale. Mais bon, puisqu'on en est aux morales, c'est quoi ce délire d'adapter La Mort et le bûcheron? Faut reconnaître que ça fait pas un épisode très gai, et le rebâche humoristique le rend encore plus horrible. Moralité, tous les types qui se balancent du haut de leur balcon se mettent pendant le trajet à aimer leur patron. Mais bon, au moins on comprend où la fable veut en venir. Moi le truc que j'ai pas compris, c'est le soleil et les grenouilles. Il y a des grenouilles sur une île, le soleil tape dur alors elles ont chaud, de plus en plus chaud, et elles en meurent. Qu'est-ce qu'on est censé en tirer comme leçon? J'ai lu la fable de La Fontaine et j'ai pas compris non plus. Celle d'Ésope, à la rigueur, raconte une histoire un peu plus claire de grenouille qui dit à ses sœurs de ne pas se réjouir du mariage du soleil, parce que quand le soleil aura des enfants, il fera encore plus chaud et les marais se dessécheront, la morale étant qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de trouver un événement réjouissant. Il y a sûrement aussi un sous-texte sur les alliances entre têtes couronnées, mais franchement, la version de La Fontaine et celle de Pierre Perret sont pas claires du tout. C'est la fable écrite par le stagiaire de 3ème. Le stagiaire de qui? De Pierre Perret, de La Fontaine ou d'Ésope? Elle a beau être un peu plus claire, la fable d'Ésope est quand même un peu bizarre, hein. Le stagiaire d'Ésope a écrit une histoire que le stagiaire de La Fontaine a essayé d'adapter et que le stagiaire de Pierre Perret a essayé de reprendre. Bon, plus sérieusement. Certaines morales des fables géométriques ne sont pas très... morales, justement. Perret n'a pas peur d'être irrévérencieux. La fable du héron, originale, était pour parler des filles qui refusent de se marier avec n'importe qui, repoussent tous les partis et doivent se contenter d'un malotru à la fin. Pierre Perret s'en sert pour parler des garçons qui veulent sortir avec des filles à gros seins et devraient se contenter de filles à petits seins. Moralité, si la jolie rouquine au gros nibar vient pas, prend toujours sa frangine avec ses œufs au plat. C'est très drôle de penser qu'il a fait ça pour réduire la misogynie du texte original. Le dernier épisode de la série est une conclusion générale qui n'est pas l'adaptation d'une fable, mais juste un hommage global à La Fontaine. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. On a dit aussi que c'est peut-être un peu absurde, parce que la seule chose que La Fontaine a inventée, c'est la façon de raconter les fables, et que c'est précisément le truc qui n'a pas été repris par Pierre Perret. Pas si absurde que ça, au fond. Car en réécrivant les fables de La Fontaine, Pierre Perret a refait la démarche que La Fontaine a fait avec Ésope. S'il ne reprend pas son texte, il reprend sa méthodologie et son état d'esprit. Donc il est tout à fait légitime de remercier La Fontaine pour son exemple. Les fables géométriques ne sont pas uniquement constituées de la réécriture de Pierre Perret. C'est une œuvre très complète, travaillée au niveau visuel, au niveau sonore, au niveau scénographique et au niveau littéraire. Une vraie réflexion a été menée sur chacun de ces aspects. Et la composante pédagogique reste malgré tout assez efficace pour que ça vaille la peine de continuer à montrer à des enfants de maintenant cette mignonne petite série atypique qui mérite qu'on s'en souvienne.